Bon, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver donc pour cette petite vidéo Setup 2021. Fin d'année 2020, j'ai investi dans du nouveau matériel parce que d'abord, j'aime le matériel et puis j'ai envie à chaque fois que la qualité augmente, progresse pour pouvoir toujours avoir ce petit rendu visuel qui, visiblement, fonctionne bien puisque dans les commentaires à chaque fois YouTube, je retrouve très souvent ce genre de commentaires qui est la qualité ouf, la qualité est géniale, grosse qualité, enfin voilà. Et je vous en remercie, ça fait chaud au cœur. Comme quoi, bon, le matériel ne fait pas tout, mais il contribue quand même fortement à avoir de belles images. On va commencer tout de suite par les petites caméras d'action. Vous vous souvenez de celle-ci, c'est la petite EIE Rexo. C'est une caméra qui nous a suivis pendant 3 saisons et qui aujourd'hui va prendre un petit peu sa retraite parce que j'ai trouvé sa remplaçante. Elle n'est pas pour autant destinée à finir dans un sac ou sur une étagère. Elle va être utilisée pour faire, je pense, je l'espère en tout cas dans ma façon d'utiliser mon nouveau setup. Vu que c'est une caméra qui aujourd'hui n'a plus grande valeur, malgré qu'elle fonctionne encore, c'est une caméra que je pourrais me permettre de mettre par exemple sur le toit du véhicule. Et si malencontreusement elle vient être perdue ou détruite, c'est toujours du matériel de perdu, mais c'est moins grave que si c'était une caméra un petit peu plus chère, récente. Vous avez compris un petit peu le pourquoi cette caméra peut être utilisée sur un toit de voiture par exemple. L'année dernière, j'avais déjà présenté une DJI Osmo Action et qui moi m'a vraiment satisfait de par sa qualité d'image et surtout ses caractéristiques techniques. Dans le sens où on peut filmer jusqu'à 4K 60 images par seconde. Alors c'est pas réellement ce que je vais aller rechercher sur ce genre de caméra. Parce que moi, je vais aller filmer en 4K 30 images par seconde. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est son profil d'image. Derrière, on peut utiliser un profil d'image dit un peu flat, qui est décontrasté, désaturé, et qui permet de se concentrer sur la dynamique de lumière, donc d'aller dans les basses lumières et les hautes lumières, et donc avoir en post-production un peu plus de souplesse dans l'étalonnage de l'image. Donc pouvoir récupérer des couleurs, du détail, des contrastes. Et ce genre de profil d'image, le Dessiné-like, on le retrouve sur plusieurs produits DJI, tels que le Mavic 2 Pro, la DJI Osmo Action, la DJI Osmo Pocket, ce qui permet, après en post-prod, d'avoir le même profil d'image sur plusieurs plans, et donc d'avoir quelque chose de cohérent dans la colorimétrie. Ça, là, je l'avais utilisé pour la vision du pare-brise, donc l'extérieur du véhicule. Et donc cette année, j'ai pris une deuxième DJI Osmo Action qui, vu qu'elle a les mêmes caractéristiques techniques, je vais pouvoir avoir le même profil d'image. Donc en post-production, je vais pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Voilà pourquoi donc la petite EIE a fait son temps et aujourd'hui la remplaçante se trouve être une DJI Osmo Action. On continue dans les petites caméras. J'avais jusqu'à cette année, elle a été vendue depuis, la petite GoPro Hero 6. Mais il y a eu, voilà, à l'automne dernier, la GoPro Hero 9 qui est sortie avec possibilité de shooter jusqu'en 5K. Alors je pense que c'est surtout du commercial ou pour pouvoir faire du crop à l'intérieur qui va surtout être utilisé, en tout cas de mon côté, si j'utilise la 5K, ça va être pour faire du crop à l'intérieur. Moi, je vais surtout l'utiliser comme caméra, on va dire de plan d'ensemble. Et j'ai vraiment hâte de voir le rendu final. J'ai fait quelques essais et franchement déjà c'est bluffant. GoPro arrive à faire des trucs vraiment incroyables. Le seul truc qui me fait un peu peur, la définition est un peu plus élevée que l'ancienne génération. Qui dit plus de pixels, dit en basse luminosité, plus de soucis de bruit. Donc le bruit, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu ce côté granuleux dans l'image avec des pixels pas très jolis. Voilà, un peu de fourmillement dans les ombres. Il existe des denoisers sur Premiere Pro, logiciel que j'utilise, qui viennent vraiment à corriger ce genre de choses. Donc c'est un souci sans en être un, c'est peut-être un peu plus de travail en post-prod. Et encore que, je pense qu'à l'intérieur, les logiciels travaillent vraiment bien. Et j'ai pas eu encore l'occasion de l'essayer de nuit, mais je pense que GoPro a réfléchi à ça. On continue dans la petite caméra d'action. Ne rigolez pas, ce n'est pas une Nikon, c'est une Kodak. Ne rigolez pas, voilà. Je la présente parce que si vous voulez, c'est un cadeau qui m'a été fait par mon grand-père. Si un jour tu passes par là, tu verras que je la présente. Il avait acheté ça et il ne l'a jamais utilisée, donc elle est toute neuve. Ça n'a pas des caractéristiques extra, disons que ça ne rejoint pas une DJI ou une GoPro. Disons qu'elle peut être là en secours. J'ai une caméra qui tombe HS, par exemple celle-là qui tombe HS. Peut-être qu'elle peut remplacer. C'est un cadeau, donc je la présente quand même. Mais disons que dans le setup, ça sera vraiment la roue de secours, quoi. Mais la roue de secours bis. On continue dans les, on va dire, caméras ultra portatives. Peut-être que d'ailleurs, si je présente juste ça comme ça, vous allez peut-être reconnaître ce que c'est. C'est quelque chose que j'avais déjà testé à sa sortie en 2018. Le petit DJI Osmo Pocket. Alors peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Mais en gros, voilà, ça se présente sous cette forme. Vous voyez, une petite caméra. Et en gros, pour résumer, hein, c'est une DJI Osmo Action. En gros, c'est ça. Mais sur stabilisateur, voilà, intégré. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que après l'Italie, on avait eu donc
le gros orage du côté de Bologne et j'avais fait des plans à main levée avec mon Sony A7 III et un objectif grand angle non stabilisé. Le Sony A7 III propose une stabilisation 5 axes directement en capteur et l'objectif que j'utilise normalement, qui est celui en train de me filmer, qui est le 24-70 f4 de chez Sony Zeiss, est aussi stabilisé. Donc ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui va trembler mais qui est compensé et qui visuellement ça va aller, disons que ça va le faire. Là en l'occurrence j'avais donc le capteur qui est stabilisé et un objectif que je vous présenterai juste après qui était un ultra grand angle non stabilisé. Et le problème c'est que je me suis retrouvé en post-prod avec des images qui à mon sens étaient vraiment pas terrible. J'ai voulu essayer de corriger ça, le problème c'est que ça demande un process qui est extrêmement long et en plus de ça le résultat était mais pas du tout à la hauteur de ce que je souhaitais, donc j'ai laissé tomber. Et c'est ce qui m'a fait dire que pour du run and gun, j'ai acheté ça parce que je me dis ça peut sauver quelques plans, dans le sens où et ben vite t'es dans l'action, clac clac tu fais ça. Et ça t'évite de prendre le stabilisateur Ronin, d'équilibrer ton truc, de mettre ta caméra, de faire tes paramètres, d'avoir un truc très gros, très lourd, encombrant. Je l'avais amené le Ronin S en Italie, je l'ai pas utilisé. Voilà, pour tout vous dire, je l'ai pas utilisé. Alors que ce genre de choses, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais utilisé ça. Est-ce que c'est une caméra que j'utiliserai à toutes les sorties? Peut-être pas. Je dis ça, mais par rapport à ce que je suis en train de penser pour la saison 5 de Track Orageuse, je vais pas trop en dévoiler maintenant, parce que je sais pas si d'abord je vais le mettre en place, je vais faire des essais, mais ça pourrait beaucoup me servir. Je parlais d'objectifs et de stabilisateurs. Je vais vous parler tout de suite de l'objectif en cause pour ce plan où voilà, je trouvais que c'était pas terrible. C'était le Samyang 14 mm, que je dise pas de bêtises, 2.8, qui est donc un objectif qui, comme vous le voyez, est assez bombé d'ailleurs. Grand angle, ultra grand angle même. Je l'avais pris à mon tour Nikon et j'avais acheté une bague mécanique, voilà, qui doit coûter, je crois, une vingtaine d'euros, un peu moins sur Amazon. Le gros avantage, c'est que, vu que c'est du full manuel, il n'y a pas besoin d'avoir une retranscription d'informations sur le boîtier. Donc c'est pour ça que je m'étais permis de prendre un Nikon, valable sur le D750 à l'époque, et valable aussi sur le Sony. Samyang 14 mm 2.8, c'est très bien, c'est très bien. Ceux qui font de l'astrophoto par exemple, c'est très bien. J'avais fait par exemple Neowise avec ça et j'avais fait aussi une Voie lactée avec ça cette année. C'est vraiment très bien. Du coup, je parlais de stabilisateur tout à l'heure. Donc avant, j'avais un Ronin S qui était beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd. Parce que celui-là, en toute honnêteté, il est vraiment léger. Celui-là, pour ceux qui ne l'ont pas déjà reconnu, c'est le Ronin SC2 qui est sorti à l'automne de cette année 2020. Pardon. Alors, je vais vous expliquer la petite histoire. C'est que j'ai acheté le Ronin S en 2018 pour me former à la vidéo parce que je voulais faire voilà, aussi un petit peu des vidéos un peu plus cinématiques pour ceux qui ont l'occasion d'aller voir. J'ai fait des vidéos entre autres sur une Porsche et compagnie. Et en fait, il s'avère que c'est quand même un setup qui, une fois qu'il est monté, il faut éviter déjà de le dérégler. Et en plus de ça, il est très lourd. Arrivé à la fin de la journée, je vous le dis, c'est très lourd. Le Ronin, à la fin, tu te fais les bras. Le gros souci, c'est que quand on est parti en Italie, je l'avais amené en me disant, voilà, je vais faire des plans cinématiques avec. Et de tout le matériel qu'on a amené, et on en a amené beaucoup, c'est le seul outil que je n'ai pas utilisé. Pourquoi? Parce que ça m'agaçait en fait de devoir monter le système, équilibrer les bras, mettre le truc. Bref, très chiant, vraiment très chiant. En tout cas pour les orages, à mon sens, très chiant, très lourd, très encombrant et pas du tout pratique et donc pas du tout run and gun. Là, le Ronin SC2, il a un énorme avantage par rapport au Ronin S à mon sens. Les bras, on peut les bloquer. Là, vous voyez, j'ai une petite fiche. Voilà, là, je déloque les bras et si je veux, voilà, c'est bloqué. On peut aussi le rendre encore plus compact, c'est-à-dire qu'on peut casser sa façon d'être stocké. Enfin, il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, celui-ci est à mon sens plus pertinent par rapport à l'utilisation que j'en avoir. C'est-à-dire que j'étais rentré dans le truc où j'avais le gros et je me suis dit, bah, vu qu'il est très gros, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Et en réalité, ça m'a desservi et j'ai pas pu faire de trucs avec. Alors que là, cette année, voilà, j'ai pris plus petit, mais en théorie, il devrait être beaucoup plus utilisé que son prédécesseur, le Ronin S. Ce qui est arrivé aussi cette année en 2020, mais je vous en avais plus ou moins parlé, donc je vais passer très rapidement de là-dessus, la petite V4B. Donc la V4B, je vous avais expliqué dans comment faire de la photo de foot, pardon, qui a ça en plus. Donc ça fait partie du nouveau setup 2021, donc une deuxième cellule de déclenchement. J'ai eu Walt au téléphone et il a pris note de toutes les remarques qu'on a pu lui faire en 2020 concernant cette petite cellule, entre autres le son, qui vient un petit peu perturber certains filmmakers. Donc il devrait y avoir normalement, et j'espère, des modifications qui viennent à arriver. Là, je crois qu'il n'y a même plus à débattre sur cette cellule-là. Elle est vraiment excellente. Une des grosses nouveautés aussi de 2021, et ça arrivé que en octobre, c'est le fameux Sony
A7R3, un monstre. Je vous le dis tout de suite, c'est un monstre. Je ne le survends pas. Là, il est couplé au Sigma Art 24-70 2.8. En toute honnêteté, j'ai hâte, mais vraiment hâte d'aller faire des photos avec ça parce que c'est incroyable. Le peu que j'ai testé, c'est incroyable. 42 millions de pixels. Alors, c'est pas les pixels qui font la photo, mais il arrive un moment, on va remettre quand même l'église au centre du village parce que moi, ça m'a bluffé. J'ai fait des photos avec. On vient zoomer dedans, mais je vous jure, on va chercher du détail, mais à un point où je pensais pas que c'était possible, mais vraiment. Bon, le revers de la médaille, c'est qu'une photo, ça pèse très lourd. On est sur un fichier compressé à 40 mégas la photo, et en non compressé à, après je m'en vais, 80 mégas la photo, voilà. Autant vous dire que ceux qui font du timelapse à 700, 800, 1000 photos, va falloir investir dans de la carte SD les gars, je vous le dis tout de suite. Là pour tout vous dire, et pour ceux que ça intéresse, là-dessus j'ai mis deux cartes de 128 Go, donc 256 Go sur deux cartes mémoire. On peut faire 1480 photos en non compressé par carte mémoire. Le souci qu'on peut rencontrer, c'est que si tu passes sur Lightroom, tu peux avoir un gros souci de lenteur d'affichage de photos et de traitement de ta photo. Moi ça va, c'est pas le cas, j'ai quand même un bon ordinateur qui permet de justement traiter de la 4K, on en parlera après, traiter de la 4K et traiter ce genre de RAW. Mais quand tu viens acheter ce genre d'appareil photo, il y a ce souci de se dire, est-ce que derrière mon setup ordinateur va vraiment suivre la cadence, parce que faut que tu aies des cartes mémoire qui imprègnent. Un bon ordinateur derrière Lightroom, quand tu vas modifier un RAW, ça va engendrer pas mal de ressources aussi. Enfin bon voilà, c'est pas les pixels qui vont faire la définition de la photo, parce que si tu as 42 millions de pixels, mais on va être honnête, tu lui colles ça devant, ton image va pas être bien belle, voilà, ça va baver, c'est pas ton boîtier qui va faire ça, c'est ton objectif. Voilà pourquoi le Sony A7 III qui est en train de me filmer a le Sony Zeiss 24-70 f4, et puis il y a Sigma Art qui a sorti voilà un objectif vraiment incroyable et qui permet d'utiliser à fond, mais vraiment à fond, les 42 millions de pixels qu'offre l'A7R III. Je vais vous parler maintenant d'un autre Sony, parce que oui, il y en a un autre qui est arrivé, le Sony A6000. C'est ma femme qui voulait se mettre à la photo, et il se peut que sur certains plans, il puisse être utilisé. J'ai pas encore de fonction précise, mais pourquoi pas. Je le présente ce boîtier parce qu'en réalité, je pense qu'il peut être intéressant pour toi qui te pose la question de quel matériel prendre pour commencer la vidéo ou la photo d'orage. C'est quelque chose que je reçois souvent sur les DM sur Instagram. Tu peux filmer en 1080, donc si t'as pas un gros budget, je suppose à tort ou à raison que tu n'auras pas un gros ordinateur derrière. Donc 1080 pour tes premières vidéos, très bien, largement très bien. Ça fait quand même 24 mégapixels, je tiens à préciser. Tu pourras faire de la photo d'orage, puisque tu pourras venir y brancher ta cellule, tu vois, puisqu'il y a une griffe. Et puis tu pourras y brancher sur trépied, parce que tu as la petite prise quart de pouce dessous pour mettre une plate et y mettre sur un trépied. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, ça avait 6 mois, c'est encore garanti plus d'un an. Je l'ai acheté le combo 450 €. Tu rajoutes une cellule, 179 €. Si tu prends la V4B, je crois que tu rajoutes une vingtaine d'euros en plus. Allez, pour 600 €, 600 €, t'as vraiment déjà fait le taf, quoi. Enfin voilà. Le seul gros souci que tu vas rencontrer sur ce boîtier, et je vais être totalement honnête, c'est ça, c'est la batterie. Elles sont pas terribles. Après, ça vaut que dalle sur Amazon. Je t'en conseille d'en avoir 4 ou 5 dans ton sac. Autre chose que je souhaite te présenter, comme vous le savez, j'ai un drone, un Mavic 2 Pro. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le DJI Smart Controller, qui a un énorme avantage, c'est que elle a un écran directement intégré, donc plus besoin de prendre ton iPad ou ton téléphone, de mettre un câble, d'y brancher dessous ta télécommande, d'allumer ta télécommande, d'allumer ton iPad, de le déverrouiller, d'aller sur ton application, lancer ton application. C'était long. Ça, comme tu vois, ça tient comme ça dans la main. L'écran fait l'équivalent d'un téléphone portable. Moi, j'ai un P30, c'est à peu près ça. Le gros avantage de cet écran, c'est qu'il y a un Crystal Sky à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent pas le Crystal Sky, juste pour vous donner vraiment le point clé de ses capacités, c'est que à pleine luminosité, le Crystal Sky permet d'avoir un écran qui est ultra lumineux et donc avec quasiment aucun reflet, même en plein soleil. Et l'autre avantage qu'a le Smart Controller par rapport à une tablette ou autre, c'est le fait que la retranscription avec la manette originale sur un téléphone se fait en 720p. Là-dessus, ça te fait en 1080p, ce qui fait que c'est une grosse différence parce que tu auras plus de détails, par exemple un câble électrique ou autre, tu le verras alors que tu l'aurais peut-être pas vu avec du 720p. Le seul inconvénient que ça a, c'est son prix, parce que ça vaut quand même, enfin moi quand je l'ai acheté l'année dernière, il y a un an, ça vaut quand même 650 € et je l'ai acheté en pensant aux États-Unis. C'est incroyable parce que tu viens tac tac en 1 minute c'est fait, alors que voilà, aux États-Unis faut pas perdre de temps quoi. Quand tu te retrouves face à un gros truc et que tu as envie d'envoyer le drone, je sais pas si j'enverrai le drone, mais dans l'idée où je l'envoie, il faut que ça soit rapide. Dernière chose que je voulais vous présenter, parce que je l'ai oublié l'année dernière et on me l'a fait remarquer, et à juste titre, c'est mon sac photo. On est sur la marque Tragopan. Le modèle exact, je saurais pas te le dire, donc je vais essayer de faire une petite recherche et te retrouver ça pour te le glisser en bas de l'écran. Ça fait 2 ans que je l'ai.
et il a très bien vieilli, mais vraiment très bien. On est sur des grosses fermetures, vraiment très solides, qui inspirent confiance. Tu peux glisser un ordinateur portable à l'intérieur. À l'intérieur, tu retrouves vraiment beaucoup de place parce que je vais arriver à mettre le Mavic 2 Pro, sa télécommande, je mettais les 2 boîtiers photo, je mettais les cartes SD, je mettais les 2 cellules, je mettais des powerbanks, je mettais des micros, je mettais plein de choses, vraiment plein de choses. Je me suis retrouvé à avoir des sacs qui pèsent vraiment très lourd. Tu as des petites pochettes aussi sur la partie amovible. Ce sac-là, je l'avais acheté il y a 2 ans et franchement, il a très bien vécu. Ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est le fait qu'il soit rembourré au niveau du dos. Tu as des anses qui sont quand même assez larges et qui te cisaillent pas au niveau de la nuque. Tu peux au niveau de la ventrale faire la boucle là, tu peux fermer ici, tu peux fermer aussi au niveau du torse. Et c'est un sac où tu peux partir même avec 15-20 kg de matos parce que ça m'est déjà arrivé, je suis parti à Cassis, j'ai fait de la rando avec. Alors c'est sûr tu vas en chier, hein. Tu vas transpirer, tu vas avoir chaud, mais tu vas pas arriver cassé. Tu n'auras pas cette sensation de te dire ah j'ai mal au dos, tu vois, parce que il est super bien fini. Un sac à 30 € sur Amazon, il va te faire 3 mois quoi. Là c'est un vrai compagnon de route, moi je peux que le recommander celui-là. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Laissez un petit commentaire si jamais vous avez des remarques sur le matériel qui a été présenté ou même des questions. Ceux qui me connaissaient pas, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup et j'ai vraiment hâte que la saison commence. À très bientôt.